Bonjour à tous. J'ai le plaisir de modérer cette table ronde sur le thème de l'innovation en santé au défi de la réglementation. Et j'ai le plaisir de vous présenter les différents intervenants par un partage d'écran qui vous permettra de les découvrir. Donc, dans cette séance, nous allons parler d'un certain nombre de sujets qui sont des sujets très d'actualité, je dirais. Nous avons voulu organiser la table ronde autour de deux exemples illustratifs de la question de la relation entre l'innovation en santé et de la réglementation, un sujet aujourd'hui très chaud, on dirait. Et dans ce cadre, nous allons, dans un premier temps, évoquer les questions qui se sont posées au moment de la stratégie de soutien à l'innovation pour les médicaments orphelins dans le cadre des maladies rares. Et ce seront Sandy Tubeuf et Stanislas Lyonnais qui évoqueront les questions qui se sont posées au moment effectivement du soutien des politiques de soutien pour les maladies rares. Et nous verrons ce qui a été fait, à savoir vraiment un changement de la législation qui a eu des effets très importants. Dans un deuxième temps, nous entendrons James Robinson, qui est donc professeur à Berkeley, qui ne nous rejoint pas en direct, mais qui a enregistré un ensemble de diapos pour une présentation courte dans laquelle il évoque justement les tendances profondes sur l'innovation en santé qui était préalable au Covid, et puis dans un deuxième temps, les perspectives à la suite de la pandémie. Et puis nous terminerons cette table ronde avec deux présentations, respectivement de Marc Bardou et de Pierre-Yves Chauffard, qui évoqueront de manière beaucoup plus actuelle, je dirais, les questions qui se posent autour, à la suite de la pandémie, autour de l'accès à des traitements, voire à des vaccins, dans des temps qui pourraient être réduits éventuellement, mais à un certain coût. Et ce sont les questions qui seront débattues dans cette table ronde. Je passe sans plus tarder la parole à Sandy Tubeuf, qui a accepté donc d'évoquer dans un premier temps la question des enjeux économiques de l'innovation dans les maladies rares. Merci beaucoup, Sandy, la parole est à toi. Merci beaucoup Lise, bonjour à tous. Donc, je suis professeure en économie de la santé à l'Université catholique de Louvain et donc je vais parler plus particulièrement des maladies rares. Donc commençons déjà par un graphique en fait qui est assez éloquent ici et qui présente en fait le prix des traitements, des médicaments orphelins, donc ces médicaments qui concernent les maladies rares, en fonction de la prévalence. Donc la prévalence ici, c'est le nombre de cas que nous allons trouver parmi 10 000 patients. Et donc on voit bien en fait qu'on est dans des tarifs très élevés dès le moment où la prévalence est très faible. Donc une maladie rare, c'est une maladie qui est peu présente dans la population et qui est très chère. Donc pourquoi les médicaments orphelins sont-ils chers? Eh bien, il y a plusieurs enjeux quand il s'agit de maladies rares. D'une part, on est en train de parler de médicaments rares, donc y a-t-il en fait ici des essais cliniques où nous pourrons comparer un traitement plus standard? On a aussi du mal, puisqu'il y a peu de patients à les recruter pour des essais cliniques, cela devient plus cher. Et puis enfin, les patients sont très différents. Donc on va avoir quelques problèmes quelquefois pour estimer à la fois le coût et l'efficacité clinique de manière robuste. Donc très souvent, le prix est ce qu'on appelle le prix basé sur la valeur, un prix en fait qui est fixé par rapport aux bénéfices que va pouvoir tirer le patient ou les membres de sa famille, et bien d'avoir un traitement qui s'adapte à son problème de santé. Voilà. Donc la recherche et le développement dans les maladies rares, eh bien, ça devient un marché qui est considéré coûteux parce qu'il est aussi risqué pour l'industriel. Quand on regarde par rapport au traitement en fait de maladies moins rares, plus communes, eh bien le taux de succès par rapport au début d'un essai clinique est autour de 6% pour les traitements concernant les maladies rares, alors qu'il est de 13,8% pour les maladies en fait qui seraient plus communes. Et donc, on va avoir régulièrement des coûts fixes qui sont très élevés, à la fois parce que le recrutement est plus long, ayant moins de malades en fait qui puissent être dans l'essai clinique, et on a aussi la nécessité souvent de lancer des essais cliniques
dans la terre entière avec beaucoup de centres en fait de recherche. La ouais. Donc la Commission européenne, en fait, a décidé de poursuivre, en fait, des efforts qui avaient été déjà faits dans d'autres pays et de réglementer la recherche dans les médicaments orphelins. Ça a été décidé en décembre de 1999 et à partir de ce moment-là, il a été décidé que, eh bien, les patients qui souffraient d'une maladie rare devraient avoir droit à la même qualité de traitement que les autres patients et que, l'Union européenne allait mettre en place, en fait, une législation pour parer à ce manque d'investissement dans les maladies rares et dans la recherche en fait de nouveaux traitements. Donc, différentes incitations ont été mises en place ici. À la fois, l'industriel pouvait avoir un accès qui allait être facilité à la procédure de demande d'autorisation d'un nouveau médicament sur le marché, bénéficiait aussi de rabais, avait une exclusivité de marché par rapport à son innovation qui allait durer plus longtemps, lui autorisant ce qu'on appelle un monopole en économie, et lui permettant en fait d'être exonéré de plusieurs frais relativement divers. Donc, que s'est-il passé? Qu'est-ce que cette réglementation a changé à la recherche et le développement de traitements dans les maladies rares? Eh bien, il y a eu une augmentation du nombre d'essais cliniques. Nous avons aussi regardé dans le cadre d'une thèse avec Seti Raïs Ali comment est-ce que la recherche scientifique avait été dynamisée grâce à cette réglementation et nous avons vu qu'il y avait aussi eu une augmentation du nombre de publications scientifiques. Vous voyez ici dans la courbe la partie verte, en fait, concerne les maladies rares. La partie rouge concerne les maladies qui, elles, sont plus communes. Donc, on a vu une hausse, mais qui n'a pas perduré dans le temps, qui est observable finalement jusqu'à environ 2012 et qui commence ensuite à vraiment diminuer. Donc, que se passe-t-il ici? Eh bien, on reconnaît les effets des rendements décroissants de la recherche. Qu'est-ce que ce sont les rendements décroissants? Eh bien, c'est que la recherche, elle est soumise en fait à beaucoup d'autres activités humaines que quand les choses ont été découvertes, eh bien, il y a moins à découvrir. Donc, au fur et à mesure du temps, eh bien, finalement, l'industrie pharmaceutique est victime de son succès. Plus elle innove et plus il est difficile pour elle de continuer à innover. Ensuite, on voit surtout qu'il y a une hausse sur les 10 années qui ont suivi, mais que cette hausse, elle n'est pas répartie uniformément sur toutes les maladies rares. Et qu'au final, beaucoup de la recherche et le développement qui a été intensifié après les années 2000 concernait des maladies en fait qui avaient déjà été investies avant 2000. Donc, les investissements en recherche et développement que nous avons retrouvés à partir en fait de cette législation ont concerné essentiellement des maladies rares de trois types. Des maladies rares qui sont les plus fréquentes dans la population. Donc, tout en étant rares, elles sont tout de même un peu moins rares que les plus rares. Des maladies qui vont toucher les individus à l'âge adulte. Et des maladies en fait qui sont caractérisées par un âge au décès prématuré parmi les adultes, parmi les gens à l'âge adulte. Donc, ce sont des maladies qui touchent la petite enfance, qui reçoivent les plus faibles investissements, alors même qu'on sait qu'une maladie rare, eh bien, sur deux, va toucher des enfants. Donc, comment ça se fait qu'on recherche beaucoup moins en fait de traitements qui vont toucher des maladies rares concernant les enfants? Eh bien, d'une part, il est difficile d'aller développer des thérapies qui s'adaptent en fait aux enfants. Il y a des problèmes de croissance, de puberté, de système reproducteur qu'il faut mettre en place et donc ça devient des marchés encore plus risqués et difficiles à investir pour la recherche et le développement. Il y a aussi des préoccupations éthiques. Le consentement des parents à ce que leur enfant fasse partie d'un essai clinique n'est pas si facile à assurer. Et donc, eh bien, l'industrie pharmaceutique va trouver ce marché très peu attrayant et on va se concentrer finalement, quand on est dans un industriel, dans des endroits donc auprès de patients et auprès de maladies, à la fois eh bien, où il y a des chances de pouvoir recruter des patients, donc une maladie qui est plus prévalente, et à la fois des endroits où les patients pourront rester plus longtemps dans l'essai clinique. Donc, au final, se retrouve-t-on pas dans un paradoxe où la réglementation européenne a permis d'inciter la recherche et le développement, mais il semblerait aussi que les individus ne peuvent pas accéder aux médicaments orphelins. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien là, nous parlons du prix.
Les prix demandés par les firmes pharmaceutiques pour les médicaments orphelins sont souvent très élevés, trop élevés pour que les systèmes de santé puissent en fait les rembourser. Un coût médian, par exemple, par patient avait été estimé par année en 2016 comme représentant autour de 140 000 dollars pour un médicament orphelin, alors qu'il serait autour de 28 000 dollars pour un médicament non orphelin. Vous avez sûrement entendu parler du traitement Zolgensma, qui s'intéresse à l'amyotrophie spinale et qui avait été évalué jusqu'à 2 millions de dollars par patient. Donc, la question ici est de savoir si les prix en fait de ces médicaments orphelins pourraient être diminués. Est-ce qu'il est possible de les diminuer? Eh bien, tout d'abord, dans nos recherches, nous montrons qu'il n'est pas si clair que les essais cliniques vont coûter plus cher quand il s'agit de maladies rares. Souvent, comme je le disais, ce ne sont pas des essais cliniques randomisés, il n'y a pas toujours de comparateur et on peut aller chercher des échantillons un tout petit peu plus petits pour tout de même trouver une efficacité clinique significative. D'un autre côté, la recherche et le développement est souvent financé pour ce type de maladie rare par des fonds publics et par des associations de patients. Donc, qu'en est-il finalement de la prise en compte de ces investissements publics dans la fixation du prix des innovations thérapeutiques dans les maladies rares? Enfin, la réglementation européenne a permis de créer des sous-groupes de patients qui sont artificiellement rares. Elle ne s'intéressait pas directement à mettre en fait dedans les maladies rares telles que nommées, mais plutôt à y mettre ici des groupes plus petits d'individus. Donc l'industriel pouvait avoir en fait quelques effets d'aubaine où en divisant certaines maladies moins rares mais en sous-groupes, sous-types d'individus, pouvait prétendre à cette indication orpheline qui allait faciliter le prix. Donc il y a aussi enfin, hop, je te dis, enfin, il y a aussi la possibilité eh bien, de diminuer les prix, puisque l'industriel qui développe un traitement pour une maladie rare pourrait aussi en fait avoir des parts de marché pour des maladies moins rares. Il y a potentiellement des économies d'échelle. On sait par exemple que certains traitements pour des maladies rares ont pu être utilisés pour des maladies moins rares, comme la maladie d'Alzheimer, bien plus répandue dans la population. Donc la question qu'on peut se poser ici, c'est aussi de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une perpétuelle hausse dans le prix des médicaments orphelins qui n'est pas toujours justifiée par cette valeur ajoutée en fait thérapeutique? Et donc là, on va chercher un petit peu des éléments plutôt dans la psychologie. Est-ce qu'il y aurait des effets d'ancrage dans la fixation du prix? Est-ce qu'on est déjà à des prix élevés et on va toujours à des prix plus élevés puisque finalement, on s'est déjà habitué à se dire qu'un traitement pour des maladies rares devrait être plus cher. Je vais m'arrêter là et vous allez entendre beaucoup plus parler des maladies rares avec la présentation de Stanislas Lyonnais. Merci. Merci beaucoup, Sandy, de cette présentation. Je propose que Stanislas Lyonnais puisse prendre la suite avec cette parfaite transition que tu viens de faire. Merci beaucoup. Stanislas? Beaucoup, Lise. Merci de cette organisation et je suis ravi de vous retrouver tous les quatre et aussi bien plus nombreux dans cette conférence. La présentation que je vais vous faire est celle de l'Institut Imagine. Je ne voudrais pas qu'elle soit prise comme un cheveu sur la soupe dans cette histoire, mais justement comme un des instruments possibles dans le paysage qu'a très bien dressé Sandy, un des outils possibles mis en place pour accéder plus rapidement à la recherche clinique dans le domaine des maladies génétiques qui, vous le savez, pour beaucoup d'entre elles, sont aussi des maladies rares. L'Institut, sur la suivante, a été est jeune, Imagine est un petit enfant dans un site pédiatrique, séculaire, puisqu'il y a 200 ans de pédiatrie dans le campus Necker Enfants Malades. Et vous voyez ici la photo de l'Institut au coin du boulevard du Montparnasse et de la rue du Cherche-Midi, avec quelques mots de Claude Grisselli, qui est le visionnaire et président fondateur de l'Institut, qui avait l'idée dans cette phrase de réunir en un même endroit cliniciens et chercheurs autour des enfants et des familles atteintes de maladies génétiques. Sur la suivante, vous avez au fond les périmètres cohérents et cohésifs, si je puis dire, d'Imagine, une unité de recherche en partant du bas, une UMR, relativement classique, c'est-à-dire où se donnent rendez-vous l'INSERM et l'Université de Paris pour labelliser pour 5 ans
un groupe de chercheurs, d'universitaires et de chercheurs INSERM autour d'un programme. Un peu plus original, l'idée d'avoir un label d'institut. Et il y a, imaginez, doublement institut hospitalo-universitaire. Et là, on atteint l'élément clé qui est, à mon avis, l'idée d'investissement, puisque ce sont les investissements d'avenir qui ont labellisé Imagine IHU à partir de 2011, après une compétition assez féroce en 2010, avec un jury international qui a repéré ainsi en France 6 objets qui réunissaient ces conditions, d'une part, d'assemblage de recherche clinique translationnelle, dit-on aujourd'hui, et de recherche fondamentale, et aussi l'idée que c'était des lieux qui pouvaient démontrer que la recherche et la médecine, quand elles sont alliées, ne sont pas toujours sur les comptes négatifs de la nation, mais peuvent aussi créer une certaine valeur. Une valeur en termes de partenariat, en termes économiques, voire en termes de création d'entreprises, de start-up ou d'emplois. Et c'est cette idée d'investissement dans laquelle les investissements d'avenir ont, au fond, misé dans Imagine, non pas comme un budget de grande qu'on dépenserait et puis on se quitterait ensuite bons amis, mais comme un véritable investissement, c'est-à-dire à charge pour nous de développer grâce à cet argent le système qui va faire qu'à notre tour, nous puissions lever cet argent pour assumer cette mission d'accélération. Et l'ensemble ne serait pas possible, en tout cas en France, sans fondation une fondation de coopération scientifique qui fait que tous les fondateurs publics que vous voyez sur la partie haute de cette diapositive, vous y retrouvez l'assistance publique hôpitaux de Paris, l'université de Paris, anciennement Paris-Descartes, la ville et le département de Paris, l'INSERM, l'AFM Téléthon et aussi la Fondation Hôpitaux de France. Ces fondateurs institutionnels, publics ou privés, se retrouvent autour d'une table de conseil d'administration pour décider ou valider ou pas la stratégie scientifique de l'Institut et l'évaluer année après année. Alors, les missions de l'Institut sont évidemment tournées vers la médecine génétique, garantir la recherche préclinique, l'identification des mécanismes, des modèles, promouvoir l'innovation thérapeutique, promouvoir le transfert technologique, je vous l'ai dit, avec des volontés de valorisation importantes, et puis aussi faire savoir à propos de la génétique. La génétique ne se fait pas aujourd'hui dans une arrière-cuisine, mais se fait au vu et au su des Parisiens pour cet institut et par cet institut. La suivante, ça vous montre un petit peu l'intérieur de l'architecture Imagine, qui a été créée par Bernard Valero et Jean Nouvel, et qui permettent de relier, vous voyez ce rez-de-chaussée où les consultations des centres de référence maladies rares sont surmontées des laboratoires, et donc dans ce même creuset, dans ce même tube à essai, vont pouvoir s'agiter des médecins, des familles, des associations de familles, des chercheurs et aussi des industriels qui sont invités à Imagine, certains d'entre eux d'ailleurs siégeant à Imagine. La suivante, s'il te plaît, Lise. Alors, dans le pipeline de l'Institut, c'est, je dirais pas une fierté, mais c'est un intérêt de savoir que sur à peu près les 400 solutions diagnostiques ou thérapeutiques qui sont aujourd'hui en recherche clinique dans l'Institut, 25% d'entre elles, ce qui est, je crois, une bonne proportion, sont nées de la recherche préclinique à Imagine. La suivante. Alors, le deuxième périmètre institutionnel de l'Institut, c'est l'Institut Carnot, qui est aussi un outil très important à connaître et peut-être à évoquer dans cette table ronde, qui est un label du ministère de la Recherche et de l'Innovation, visant non seulement à reconnaître une certaine qualité de recherche, bien sûr, mais surtout un professionnalisme et une intention de développer la recherche partenariale, la recherche avec l'industrie. C'est vraiment le centre de l'idée des instituts Carnot que de rapprocher ainsi autour de l'innovation, de la recherche et du développement les partenaires académiques ou mixtes comme nous sommes avec les partenaires industriels. Le petit diagramme du bas vous montre les ponts, les relations, les bonnes relations que nous avons avec nombre d'industriels en France, en Europe et ailleurs pour nous ayant permis de convaincre qu'Imagine était un lieu où les industriels avaient véritablement porte très ouverte pour accéder à la recherche préclinique, à des bonnes idées, à des découvertes, évidemment de manière conventionnelle et protégée, si je puis dire. La suivante.
Alors cette protection doit se faire, alors ça c'est les instituts Carnot français, il y en a une quarantaine, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup dans le domaine de la santé. On retrouve la PHP, on retrouve Calim, on retrouve Curie, l'Institut Cerveau et Moelle, aujourd'hui Institut du Cerveau, et imagine ici comme un des derniers impétrants dans ces instituts Carnot. La suivante, alors ce système, je vais peut-être passer sur celle-là, parce que je suis un peu long. Oui, alors ce système, c'est non seulement donc le partenariat industriel, mais ceci la création entrepreneuriale. Et depuis 2009, ici, Imagine a donné naissance à 9 startups. Alors, évidemment, on peut en sourire un petit peu, ça n'a rien de la Silicon Valley, mais c'est vrai que c'est un campus qui était beaucoup plus, c'était la précédente, habitué à des très beaux budgets de recherche, à des grandes ERC, etc., mais pas du tout à la création, à cette dynamique entrepreneuriale. Et vous voyez que quelques-unes d'entre elles sont aujourd'hui à un stade de financement relativement élevé, en série A pour Smart Immune, qui est fondé sur des systèmes de tolérance immunologique. Même chose pour Medecia, qui est au niveau de son seed. Step Pharma, l'histoire de Step est intéressante, c'est en écho à ce que disait Sandy sur ces maladies rares qui sont transposables à des maladies beaucoup plus communes. On l'a vu avec la réaction, la riposte, si je puis dire, d'Imagine à la crise pandémique, où des chercheurs en génétique, en immunologie, qui n'étaient pas du tout attendus là-dedans, ont fait des découvertes importantes sur le mécanisme des formes graves de Covid. On le voit aussi avec Step Pharma. Step est parti, je vous donne ce petit exemple, cette petite vignette, de l'identification de déficits immunitaires tout à fait exceptionnels. Je crois qu'il y a une dizaine de familles en Europe. Ce sont souvent des gens du voyage dans les îles britanniques, en consanguinité, qui ont des enfants qui ont une maladie immunologique absolument épouvantable, liée à un déficit en CTP synthase. Et inversant cette proposition, Sylvain Latour et Alain Fischer ont dit, mais qu'en serait-il si l'on utilisait ce gène-là, défectueux chez ces enfants qui vont mourir sauf transplantation de cellules souches immunologiques, pour abaisser le niveau de tolérance immunitaire des individus dans des situations beaucoup plus fréquentes qui sont la tolérance de greffe, au fond d'inventer une nouvelle cyclosporine. Et c'est sur ce fondement, en utilisant des formes extraordinairement rares de maladies génétiques immunologiques, que se développe Step Pharma pour développer quelque chose qui est beaucoup plus commun, qui est un médicament de tolérance immunologique à la greffe. Voilà le paysage de la création de start-up à Imagine. Je crois qu'on approche des dernières diapos, Lise, avec cette proposition qui a été faite justement aux industriels pour leur dire venez, nous sommes accueillants, nous ne cachons pas nos découvertes, et voilà ce petit bonhomme qui représente, quand vous pouvez l'activer sur un site de tech transfert, les principales cohortes, les principaux intérêts, les principaux sujets scientifiques qui sont d'actualité, Imagine, dans les champs aussi variés que ceux que vous pouvez voir ici. Une façon, au fond, d'impacter, de proposer, d'offrir, si je puis dire, les atouts de l'Institut à l'industrie pour créer plus encore de dynamique partenariale et industrielle avec nos chercheurs et nos médecins. La suivante, qui doit être, je crois, la dernière, pour vous représenter en un tout petit schéma, finalement, le paysage de création à Imagine, avec tous les instruments qui vont être nourris par le label Institut Carnot avec ce petit symbole, depuis les résultats scientifiques jusqu'à l'innovation utilisée pour les malades. Alors, ça commence par le développement, l'identification tout simplement des projets, l'acculturation aussi des chercheurs et des groupes de recherche et des groupes mixtes entre médecins et chercheurs au fait que l'industrie n'est pas un ennemi et la valorisation est un objectif affiché de l'Institut. Les temps ont changé, la France a beaucoup et profondément changé vis-à-vis de ça, mais il reste encore un travail d'animation et d'information de nos chercheurs pour leur dire qu'ils ont des trésors et que ces trésors méritent d'être connus, diffusés et proposés. Les budgets Innogrant qui permettent d'amorcer pour 100, 110 000 euros une bonne idée en la transformant en preuve de concept, Springboard qui est un accélérateur, et puis on arrive au Lab in Lab, c'est l'accueil industriel. Alors on n'a rien d'une pépinière, mais
il y a quelques industriels choisis qui ont élu domicile à Imagine pour quelques mois ou quelques années. On a eu Alexion dans le domaine des maladies rares, on a Selectis actuellement, et voilà des industriels qui ont trouvé très important de se retrouver pour quelque temps peut-être au sein d'un écosystème de recherche où coexistent médecins, familles atteintes de maladies génétiques et chercheurs, car ce n'est pas juste de la location, c'est de l'investissement pour eux aussi de se retrouver à cet endroit à un moment donné de leur plan de recherche et de développement. Voilà, j'en ai terminé de ce petit paysage pour vous remercier de votre écoute et être attentif à vos questions tout à l'heure. Merci Lise. Merci, merci beaucoup Stanislas de nous permettre de rentrer finalement dans la boîte noire qui est celle de la production de la recherche et de la façon dont s'organise la recherche en lien avec l'industrie, de toutes ces étapes extrêmement importantes qui ont été présentées. Et c'est pour moi un grand plaisir d'avoir vos deux présentations, Sandy et Stanislas, l'une après l'autre, puisque l'Institut Imagine a permis qu'une bonne partie des travaux qui ont été menés justement sur l'impact de la réglementation sur les maladies rares soient menés dans le cadre d'une bourse de thèse de la Fondation Imagine en codirection avec Sandy. Et je pense que c'est pour nous un plaisir de voir en fait que la production se fait à différents niveaux, que ce soit d'un point de vue clinique ou d'un point de vue des sciences humaines et sociales, qui fait l'objet d'un des work packages, bien sûr, de la Fondation auquel on participe avec beaucoup d'intérêt. Donc, je vous propose de continuer les présentations avec un travail qui a été réalisé par James Robinson. James Robinson est donc professeur de sciences économiques et d'économie de la santé à Berkeley. Il est vraiment l'une des personnes qui sont les plus sachantes, on dira en mauvais français, sur la question de la fixation des prix et surtout de la comparaison entre les États-Unis et l'Europe. Il a mené une bonne partie de ses travaux dans le cadre du Commonwealth Fund qui finance des travaux de recherche. Et donc, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais par contre, je vais essayer d'ouvrir, c'est toujours un petit peu compliqué, d'ouvrir sa présentation de façon à pouvoir vous la passer avec une intervention de sa part qui ne saurait tarder. Un tout petit peu de patience pour que je puisse ouvrir sa présentation et que je puisse la partager à l'écran avec vous. Et donc, vous aurez le plaisir d'entendre James avec un très bel accent français qui nous parlera donc et qui présente sa présentation. Voilà. Bonjour, je suis très reconnaissante d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir participer à ce congrès. Je voudrais surtout remercier professeur Rocher pour m'avoir invité et j'espère bien de pouvoir être à la Sorbonne avec elle l'année prochaine si le Covid le permet. Bien, je parlerai aujourd'hui très vite de l'impact possible du Covid sur le financement de l'innovation pour l'avenir. J'y travaille beaucoup en ce moment. Bien, ma thèse principale, centrale, c'est que bien, le Covid c'est unique et la pandémie et beaucoup de changements passeraient en même temps que la pandémie. Mais le Covid fonctionne aussi comme un accélérateur des tendances, des changements de la finance de l'innovation, changements qui sont poussés par des autres facteurs et qui étaient déjà en cours avant la pandémie. Et après que la pandémie soit passée, je trouve qu'il y aura des grands changements et combien les recherches et le développement des pharmaceutiques soient financés avec plus d'importance de ce que l'on appelle les push mechanisms et moins sur les prix et les autres pull mechanisms en anglais. Et aussi, il y aura un plus grand rôle que pour ce que j'appelle le nationalisme d'innovation, innovation nationalism. Bien. Donc, les tendances, prouvons. Trois, je parle de trois. D'abord, les pressions des dépenses pharmaceutiques sur les budgets publics et privés, très connu. Deuxièmement, divergence des prix entre les États-Unis et les autres pays riches comme la France. Troisièmement, la montée de l'innovation, le nationalism, innovation nationalism. Bien.
D'abord, pression sur les budgets. Vous connaissez tous bien, les prix des drogues sont très visibles, surtout avec les orphelins où les populations sont très, très petites et l'industrie est sous attaque dans tous les pays et aussi aux États-Unis qui a toujours été le centre des prix et des profits. Ici, on voit la public américaine, l'industrie pharmaceutique, c'est 25 sur 25, le moins populaire de toutes les industries de l'économie. Ça, c'est pas bien, ça. Ici, on voit les résultats des négociations des prix aux États-Unis, des prix nets, et ça, c'est les lignes vert foncé. On voit que les prix nets continuent à augmenter, mais presque plus maintenant, parce que les grands rebaits qu'ils ont négociés. Deuxièmement, divergence des prix entre les États-Unis et l'Europe et d'autres pays riches. L'Europe, les pays ont eu beaucoup plus de succès que chez nous en développant les capacités pour négocier les décomptes, les rebaits. Et il faut dire que les sociétés pharmaceutiques ont été amenables à donner ces rebaits en Europe, en partie parce que les prix et les profits étaient tellement hauts aux États-Unis. Cette divergence est devenue très, très visible dans les débats aux États-Unis, d'abord poussée par le président Trump, mais aussi par les démocrates. Maintenant, il y a un intérêt bipartisan d'utiliser les prix internationaux pour limiter les prix payés aux États-Unis par les pays publics comme Medicare et les pays privés. Ce débat a été un peu plus calme pendant la pandémie, mais il attend. Ici, on voit la partie, les grandes parties des investissements dans les pharmaceutiques R&D a été fait aux États-Unis, payé par les prix et les profits faits aux États-Unis. Ici, qu'est-ce que serait l'impact si on payait aux États-Unis les mêmes prix qu'en Angleterre? Je vois ici sur l'impact sur une société Roche, avec tous ces médicaments très coûteux, surtout en oncologie. On voit que les prix aux États-Unis payés par Medicare, ça veut dire les ASP, c'est les Medicare prix, divisé par les prix facial en Angleterre, c'est un pourcentage de 200 jusqu'à 700%, 800%. Incroyable. Et si on réduisait ces prix au prix de l'Angleterre, on voit qu'est-ce que c'est les pertes de revenus pour Roche. Dans revenus en total, 22 milliards de francs suisses, ça veut dire d'euros, et en profit, ça serait de 3,8 milliards de francs suisses par an. C'est incroyable ça. Le Roche serait obligé, et aussi les autres sociétés, obligées de réduire leurs dépenses pour la recherche et le développement. Troisièmement, l'innovation nationalism. Jusqu'à peu près l'an 2000, il y avait quasi consensus parmi les pays occidentaux, surtout aux États-Unis, que l'occasion géographique de recherche, développement et la manufacture n'était pas importante. Et était pris comme évident que le free trade, parce que les avantages de l'innovation à tous les pays. Et on pensait que la concurrence se faisait entre les sociétés, pas entre les nations. Mais le déclin de la secteur manufacture et les soucis sur la montée de recherche et développement en Chine a complètement balayé cette consensus. La théorie de l'innovation maintenant se focalise moins sur la possibilité de sous-investissement et plus sur les avantages d'investissement économique, avantages économiques pour l'emploi, l'export, les pandémies, le militaire, etc. Il faut dire que la France a toujours été un peu plus nationaliste dans ce sens-là, avec ses champions et tout ça, c'est bien. Le nouveau consensus, c'est surtout pour l'artificial intelligence et information technology, mais aussi ça va jusqu'à dans les biopharmaceutiques, vaccins, genomics, etc.
On voit ici la montée de l'investissement en Chine, incroyable, la diminution dans les pays occidentaux, incroyable. Ici, on voit notre petite Mussolini, président Trump, qui ordonne le gouvernement d'acheter des drogues, certaines drogues, seulement pour les fabriquer aux États-Unis. C'est pur nationalisme, ça. Ici, bien, un pas sur l'avenir. Le Covid. Le Covid a changé complètement la façon de financer l'innovation pour les vaccins, les médicaments et les tests diagnostiques pour Covid. On voit ici les 6 grandes sociétés internationales biopharmaceutiques qui font des vaccins pour le Covid. Et on voit sur la droite les investissements du gouvernement américain, surtout gérés par les militaires, des milliards directement pour des push incentives pour ce développement. Ils n'entendent pas que les sociétés le financent avec leurs propres moyens et ensuite se remboursent à travers les prix et les profits. On leur donne directement l'argent public pour ça. Ça, c'est en fait un phénomène qui se développe depuis quelques années. Les sceptiques, les critiques de l'industrie pharmaceutique ont longtemps maintenu que le finance de recherche doit être de-linked, ça veut dire dissocié des prix et des profits. Ils disent que bon, le modèle traditionnel a fonctionné plus ou moins bien pour quelque chose, mais il y a eu un sous-investissement dans les thérapeutiques d'une valeur sociale très haute, comme les maladies des nations pauvres, comme en Afrique, les antibiotiques, et aussi pour les grands public health conditions comme cardiovasculaire et diabète. Bon, quand je parle de de-linked innovation incentives, que veux-je dire? Bon, il y a le research grant, ça c'est le push pur, ça c'est un peu traditionnel, mais maintenant on voit avec COVID que ça augmente. Deuxièmement, commercialization grants, donc les dons, pas pour la recherche, mais pour le développement et la manufacture. Ça c'est nouveau, ça, pour les États-Unis, ça c'est vraiment nouveau. Troisièmement, des incitations des taxes, des réductions des taxes pour les sociétés, pour encourager les investissements dans la recherche, dans le développement, dans la manufacture, surtout dans le biopharmaceutique, ça augmente ça. Quatrièmement, ça sont deux façons dont on fait un peu les pull incentives, mais les prix d'innovation et advanced market commitments, tout ça, ça remonte maintenant avec le COVID. Moi, je travaille beaucoup dans ce domaine-là. Cinquièmement, la réduction de poids de réglementation sur l'innovation. Les FDA, les autres veulent accélérer, streamline, réduire le poids de l'évidence sur les innovateurs pour accélérer l'accès au marché. On voit ça surtout avec COVID, mais aussi avec tous les autres domaines de la pharmaceutique. Bien, quelques articles sur New England Journal of Medicine. Bien, on voit sur la Operation Warp Speed, ça c'est pour les vaccins et RADx, c'est pour les tests diagnostiques. Vraiment, ça c'est le grand. Toutes les forces de l'économie, de la société, de le gouvernement sont posées pour accélérer l'innovation. Bien, ça c'est, j'ai terminé. Si vous voulez me contacter après, voilà mon email, voilà mon site internet. Je serai très contente de parler ensuite avec vous. Merci et au revoir. Voilà, nous avons eu le plaisir d'écouter James Robinson. Malheureusement, il n'est pas avec nous en chair et en os sur Zoom, mais par contre, vous pouvez le joindre comme vous l'avez compris, et je pense que les éléments qui ont été présentés par James, en particulier cette idée que le Covid est un accélérateur de tendances préexistantes et que le Covid va modifier profondément le financement de l'innovation dans la poursuite de ces tendances, je pense que ça, c'est un des premiers points qui va certainement être repris par les deux intervenants suivants. L'autre point important qu'évoquait James dans vraiment un panorama assez large de toutes les possibilités offertes en économie industrielle pour soutenir l'innovation, puisque c'est ce dont on parle ici pour la santé, eh bien, il parlait des push mechanisms ou des pull
mechanisms qui sont respectivement soit le financement direct, par exemple par l'État, d'un certain nombre de programmes publics, ou alors tout un ensemble d'arrangements pour les pull mechanisms qui sont plus en relation avec le prix et qui vont permettre l'achat précoce, par exemple, de vaccins. Et je pense que Pierre-Yves Geoffard nous en parlera dans très peu de temps. Et il rappelait ces tendances fondamentales, bien sûr, la pression sur le prix des médicaments, mais cette question de la divergence entre les États-Unis et l'Europe, qui est un vrai sujet de fâcherie entre ces deux continents et qui va donc prendre encore de l'importance, et cette tendance à l'innovation nationaliste. Je pense qu'on est dans une phase où effectivement ces tendances profondes que James considère comme préexistantes au Covid prennent beaucoup de place aujourd'hui, et ce sera, je pense, l'occasion pour nos deux intervenants suivants de reprendre ces questions. Donc je passe tout de suite la parole à Marc Bardou, en essayant de remettre à l'écran, avec un petit peu de chance, le diaporama sur lequel on était précédemment. Voilà, non. Voilà, James a donc... Voilà Marc, c'est à toi. Je te laisse intervenir comme tu le souhaites sur ces questions en tant que pilote de cette cellule interministérielle recherche au ministère des Solidarités et de la Santé qui te donne aujourd'hui une vue d'ensemble, je dirais, sur la question de la recherche, et pas seulement la recherche clinique, mais aussi, on en parlera, je pense, de la recherche organisationnelle. Donc, merci d'être avec nous, et puis je te laisse prendre la parole. Merci Lise. Donc, c'est effectivement un grand plaisir pour moi de participer à cette table ronde. J'ai pas de diapositive. L'objectif, c'est plus de revenir un petit peu sur certains des éléments marquants de cette pandémie Covid et de ce qu'on a vraiment constaté qui était une crise sanitaire. Et ce qui caractérise une crise, c'est la peur. Et ce qui caractérise la peur, c'est le besoin de réassurance, la demande qu'on soit réassuré. Et du coup, on s'est trouvé face à une situation où, globalement, on avait une volonté à la fois des citoyens et à la fois du pouvoir politique d'apporter une réponse rapide à cette situation sanitaire inégalée jusqu'à présent. Le discours du président de la République, Emmanuel Macron, au tout début du premier confinement, était dans ce domaine très illustratif puisqu'il a utilisé à très nombreuses reprises le terme « nous sommes en guerre ». Ce qui, vraiment, cette logique guerrière fait qu'il faut qu'on retrouve une solution et qui peut-être peut faire parallèle avec ce qu'on appelait la chirurgie de guerre, c'est-à-dire que face à une situation de guerre, on accepte éventuellement d'avoir des approches qui vont être non conventionnelles. Ce qui caractérise une crise comme la pandémie Covid, c'est qu'on est face à une situation où on ne connaît rien. On a un nouveau virus, on ne connaît pas ses modalités de diffusion, on ne connaît pas les facteurs de risque, on ne connaît pas la population, on ne connaît pas la physiologie de ce virus, on ne connaît pas la physiologie de la maladie. Et donc, on est face à une situation où il faut très rapidement trouver des solutions. Ce qui caractérise aussi, c'est qu'il y a eu un bouleversement à la fois sanitaire, mais économique, social, politique, ce qui fait qu'il y a eu une irruption de la politique dans le champ du domaine sanitaire. Ça a été particulièrement vrai aux États-Unis, bien plus qu'en France, où les hommes politiques se sont mis à faire la promotion de traitements dont l'efficacité était sinon inexistante, pour le moins incertaine. Et ce qui a parasité le discours et le discours des scientifiques de façon très importante. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du traitement promu à base d'hydroxychloroquine ou d'azithromycine, mais néanmoins je vais le refaire un tout petit peu. Ce qui s'est passé, qui a caractérisé cet épisode, c'est que, donc j'ai dit, on a une situation de crise. J'ai peur, j'ai une maladie qui me fait peur, qui est mortelle, qui touche des millions de personnes en France. Et une personne arrive en disant, en fait, l'histoire est terminée. Moi, j'ai trouvé un traitement et ce traitement guérit la maladie et vraiment, je reviendrai encore une fois sur une des promotions YouTube disant, c'est probablement la pathologie virale pulmonaire la plus facile à traiter. Et il y a eu à ce moment-là une critique des gens qui
comme beaucoup d'entre nous et comme moi, sont des défenseurs d'une méthodologie rigoureuse d'évaluation des produits de santé, des médicaments, des vaccins ou des organisations. Et je vais faire référence aux deux premiers intervenants sur les maladies rares. La problématique est la même. C'est pas parce que la maladie est rare, c'est pas parce que la maladie est sévère, c'est pas parce que la maladie va toucher quelqu'un de jeune que on peut accepter un niveau de preuve dégradé. Il est parfois difficile de démontrer que le traitement est efficace, mais néanmoins, il faut essayer de le faire. Et donc, cette histoire de l'hydroxychloroquine, de la promotion exagérée, a effectivement conduit le pouvoir politique à prendre des décisions, ne serait-ce que d'accorder une autorisation dérogatoire pour utiliser ce médicament. Pour ceux qui ne sont pas très au fait de l'utilisation des médicaments, on a des autorisations. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser un médicament en dehors des indications pour lesquelles il est autorisé. Et donc, le pouvoir politique a dit « j'accorde une dérogation pour qu'on utilise l'hydroxychloroquine et l'azithromycine dans le traitement de la Covid ». Ce qui a fait qu'en France, on a eu énormément de difficultés à inclure dans des essais cliniques, alors qu'en parallèle, on a eu à un moment plus de 10 000 personnes en France qui ont été traitées en ville, sans aucun niveau de preuve, par ce traitement azithromycine et hydroxychloroquine. La méthodologie des essais cliniques est assez standard, assez codifiée, assez conventionnelle, qui consiste à dire « je dois démontrer que ce que je vais proposer à un patient ne lui porte pas préjudice et fait éventuellement mieux que ce que l'on a ». Et donc, la grande difficulté, ça a été d'arriver à conduire ces essais cliniques. Quand on est en situation épidémique, avec, encore une fois, une maladie qui va très vite, une maladie qui évolue, dont on ne connaît rien, il est souvent difficile de découvrir des nouvelles molécules. Alors, Pierre-Yves parlera tout à l'heure des vaccins, donc je ne ferai que l'aborder. Et donc, ce qu'il se passe, c'est qu'on va beaucoup plus aller sur le repositionnement de molécules, c'est-à-dire qu'on a des médicaments qui existent, pour lesquels on suspecte qu'éventuellement ils pourraient avoir une action dans le cadre de la pandémie Covid sur le virus SARS-CoV-2, et on va essayer de les évaluer. La France a mis en place un extraordinaire booster de la recherche clinique dans le cadre de la pandémie Covid, en mettant en place des procédures accélérées d'évaluation par l'Agence du médicament, par les comités de protection des personnes, a ouvert quasiment la possibilité de démarrer des essais sans trop se poser la question de est-ce qu'on aurait un financement. Et ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé face à un entonnoir avec une profusion d'essais cliniques, à un moment où on aurait probablement plus d'essais cliniques à conduire que de patients à inclure, et ce qui fait que presque la recherche clinique s'est stérilisée, avec encore une fois le discours extrêmement destructeur d'un certain nombre de personnes qui disaient mais face à une situation d'urgence, face à une situation de pandémie, la médecine basée sur des preuves ne sert à rien, en utilisant cet argument, cet exemple qui ressort tout le temps, c'est pour savoir s'il vaut mieux avoir un parachute quand on saute d'un avion à 8000 mètres d'altitude, on n'a pas besoin d'un essai randomisé, on sait très bien qu'il faut mettre un parachute. Il se trouve que dans le cadre de la recherche clinique, et notamment en situation de crise, la peur importante qui est ressentie par l'ensemble de la population ne doit pas faire oublier cette question de savoir est-ce qu'on est certain qu'on apporte un bénéfice. La problématique qu'on a aussi face à une situation de crise, donc face à une maladie orpheline, on a vu souvent la difficulté, c'est la rareté des patients. Face à une situation pandémique, on a aussi été confronté à la rareté des patients. Comment il y a plus de protocoles que de patients. Mais ce qui peut être aussi un point important, c'est une limite des ressources. Faire de la recherche clinique, ça demande beaucoup de ressources en termes de ressources humaines. C'est-à-dire qu'il faut des médecins, il faut des chercheurs, il faut des infirmiers, il faut des statisticiens, il faut des tas de personnes qui interviennent. Et à un moment, on n'a tout simplement plus la capacité à conduire ça. Un autre point que j'évoque brièvement, c'est que on attend souvent une situation miraculeuse, on attend la molécule qui va venir nous sauver. Et en fait, encore une fois, en dehors du champ des vaccins, les plus grands progrès qui ont été faits sur ce temps très court, paradoxalement, de pandémie Covid,
ça a été sur l'optimisation de la prise en charge, l'organisation de la prise en charge. Et c'est vrai qu'on a vu que la mortalité en réanimation a baissé, non pas à cause d'une molécule miracle. On a eu beaucoup d'attentes vis-à-vis de ces molécules. Il y a eu des publications anticipées de résultats d'essais cliniques parce qu'on avait envie, on avait vraiment envie de dire on a trouvé le traitement qui va nous sauver. Et on s'est rendu compte que l'essentiel de l'amélioration a été lié à la meilleure compréhension de la pathologie, la meilleure compréhension de ce qui faisait que les patients mouraient en réanimation, l'utilisation de corticoïdes, l'utilisation d'anticoagulants, la modification de la ventilation avec le décubitus ventral, le fait de coucher les patients sur le ventre au lieu de les coucher sur le dos pour favoriser l'oxygénation sur la partie postérieure des poumons. Et que si je pouvais résumer un petit peu tout ce propos, c'est de dire, en fait, il faut effectivement, face à une situation de crise, mobiliser toutes les ressources, c'est-à-dire mobiliser les ressources sur la recherche de médicaments, la recherche de prévention, la recherche de prise en charge, et que tout cet aspect organisationnel est important. Juste un petit mot sur les vaccins, parce que, encore une fois, je ne veux pas empiéter sur ce que dira Pierre peut-être tout à l'heure. Je vous ai dit, on n'a pas le temps face à une situation de crise, et donc on n'est souvent pas pour rechercher une nouvelle molécule. Le vaccin, ça a été complètement différent, puisque les 2 premiers vaccins pour lesquels des résultats prometteurs ont été annoncés sont des vaccins avec une technologie qui n'avait jamais été utilisée pour le développement de vaccins, c'est-à-dire des vaccins à ARN. À côté de ça, on a toute une série d'autres vaccins où on a des partenariats entre des instituts de recherche comme l'Institut Pasteur et des industriels du vaccin comme MSD par exemple, où ce qu'apportent les industriels, c'est leur technologie, leur plateforme. Moi, je sais faire des vaccins vectorisés, vous avez recherché le vaccin et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Pour conclure, la situation de crise, la crainte ne doit jamais faire dégrader l'exigence qu'on a de démontrer qu'on a une vraie innovation. Et il y a une phrase un petit peu à l'emporte-pièce qui veut dire qu'une innovation ne se décrète pas, elle se démontre. Et si on veut vraiment dire qu'on est innovant, il faut arriver à le démontrer. Je pense que j'ai atteint mon temps de parole. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Pierre-Yves. Merci beaucoup. Sans transition, Pierre-Yves, directeur de recherche au CNRS, à l'École des hautes études en sciences sociales. Oui, bonjour. Bonjour à toutes. Merci pour l'organisation de cette table ronde tout à fait passionnante. Quand on a fixé un peu les thèmes d'intervention, effectivement, on s'est dit qu'en fin de séance, je vais parler des vaccins. Je ne pensais pas être dans une telle actualité. C'est-à-dire que là, on est quand même dans un moment particulier, dans cette crise qui est loin d'être finie, mais dans un moment qui, enfin, on a une lueur d'espoir. C'est-à-dire qu'on a des premiers éléments d'information très, très vagues encore à ce stade. Hein. On n'a pas beaucoup d'informations, mais on a quand même une actualité très prometteuse. On a 2 vaccins qui sembleraient répondre même au-delà des attentes en termes d'efficacité. Donc, mais c'est encore une fois très provisoire. Alors comment on en est arrivé là? D'abord, pourquoi c'est un message d'espoir? Parce qu'on sait que on sait aussi, enfin, je ne vais pas forcément doucher l'espoir tout de suite, mais ça ne va pas tout résoudre. L'arrivée d'un vaccin, de 2 vaccins, de 3 vaccins ne va pas tout résoudre. On a beaucoup de maladies infectieuses qui existent, pour lesquelles on a des vaccins. On en a une quarantaine. Il ne faut pas imaginer que le vaccin va permettre d'éradiquer le coronavirus et qu'on va se retrouver magiquement, comme ça, en quelques mois, dans la situation que rétrospectivement on peut qualifier de bénie, qui était la situation d'il y a 1 an. On ne savait même pas à quel point on avait de la chance d'être dans un monde sans ce virus. Le vaccin ne va pas permettre de revenir dans cette situation-là tout de suite. Encore une fois, il y a une quarantaine de maladies infectieuses pour lesquelles il existe des vaccins. Il n'y en a qu'une seule qui a été éradiquée à ce stade, c'est la variole, il y a une trentaine d'années. Mais ça va quand même complètement changer la donne. Ça va complètement changer la donne parce qu'on va avoir un outil potentiellement important pour prévenir et pour prévenir soit les cas graves, soit les cas les plus sévères, soit pour prévenir carrément la transmission de la maladie. Donc ça va vraiment tout changer. Et ce qui s'est passé
depuis un an dans le domaine, il faut avoir en tête que c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une maladie émerger, un virus émerger, et moins d'un an après, avoir autant de pistes prometteuses en termes de vaccins. Alors comment on est arrivé là collectivement? C'est quand même quelque chose dont il faut absolument se réjouir et il faut avoir ça en tête. D'abord, ça a été comme pour les soins, ce qui a été pour les soins, il y a eu une réallocation des services de soins qui se sont mis, des tas de gens, des tas de médecins, de professionnels de santé qui ne traitaient pas des patients de Covid qui se sont mis donc les services, tout le système de soins s'est monopolisé pour concentrer toutes les ressources sur le traitement des patients Covid. Bah, pour la recherche, c'est la même chose, c'est un peu la même chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a vu des tas de programmes de recherche qui se sont réorientés, qui ont abandonné ou suspendu leurs travaux en cours pour se dire, bah, là, il y a quand même un truc qui est du premier ordre et c'est pas mon domaine, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose, de voir si, pourquoi pas, je peux contribuer. Et ça a été une mobilisation à l'échelle planétaire totalement, inédite. Hein. Ça a été donc une mobilisation de l'effort de recherche, et c'est vrai des labos publics, c'est vrai des labos privés, c'est vrai de plein de domaines. On l'a vu aussi en économie, on l'a vu en sciences sociales, on l'a vu. C'est tout d'un coup, tout le monde s'est dit, voilà, il y a un sujet, je peux pas continuer à travailler sur mon sujet classique, même si c'est super intéressant, même si ça redeviendra super intéressant et pertinent. Mais là, il y a quelque chose qu'il faut, il y a quelque chose, il y a une nécessité, il y a une exigence. Donc il y a eu aussi une mobilisation, et ça on le dit moins, une mobilisation bureaucratique hein, dans toute alors pour le meilleur et pour le pire parfois, hein, mais en tout cas sur la recherche et il y a eu une accélération de toutes les phases réglementaires bureaucratiques qui sont le traitement des dossiers, etc. Hein. On a vu des demandes d'essais cliniques avec la CNIL qui répondait du jour au lendemain. Ça ne s'était jamais vu en France. Donc, il y a eu tout ça, et ça a été aussi vrai, pas seulement en France, mais dans plein de pays. Et c'est tout ce phénomène-là qui fait que ben, aussi rapidement, on arrive à avoir des éléments aussi prometteurs maintenant. Alors, concrètement, on l'a dit, c'est une situation totalement inédite. Il y a eu moi je distingue deux événements en amont. Hein, après, on parlera de l'aval. Maintenant qu'on a ou bientôt, quand on aura les vaccins, il y a quand même un certain nombre de questions qui vont se poser. Mais déjà, comment on est arrivé là en termes de qu'est-ce qu'il y a eu comme élément marquant? Moi, j'en distingue deux. D'une part, ça a déjà été évoqué notamment par James Robinson, c'est le, la très grande importance des mécanismes de préachat et des mécanismes de ce qu'on appelle les Advanced Market Commitments, c'est-à-dire des mécanismes où les acheteurs de soins, les États, les assurances maladies, etc., s'engagent avant même que le médicament, ici en l'occurrence un vaccin, soit produit, qui s'engagent à en acheter. Et ça, c'est extraordinaire. Enfin, pendant des années, plusieurs économies se sont dit c'est ça qu'il faut faire. Et on se disait, bah non, mais c'est trop compliqué, on ne peut pas encore s'engager à acheter un médicament dont on ne connaît pas les. Eh bien, si, on peut le faire. Et ça a été un mécanisme extraordinairement incitatif pour pousser des industriels à faire des recherches dans le domaine et encore une fois, pour les pousser aussi à réallouer en interne les efforts de recherche depuis d'autres médicaments vers ce type de traitement ou en l'occurrence de vaccin. Donc ça a été, par exemple, le 4 mai dernier, une conférence de financement de l'Union européenne qui a levé 9 milliards d'euros essentiellement pour financer les recherches sur les vaccins, et puis ces mécanismes de pré-commitment. Il y a eu un autre événement qui est passé aussi quasiment inaperçu, c'était le 24 avril dernier, il y a eu une réunion, une conférence des grands fonds d'investissement mondiaux, que ce soit BlackRock, Fidelity Investment, Aviva, Amundi et d'autres. Et le message qu'ont envoyé ces gestionnaires de fonds internationaux, il faut voir que ce sont des fonds qui sont actionnaires de toutes les compagnies pharmaceutiques, de tous les gros labos, mais également de toutes les entreprises privées dans le monde. Et le message qu'ils ont envoyé, c'était
collaborer. C'est-à-dire que on est dans une urgence mondiale, non seulement une urgence sanitaire, mais aussi une urgence économique. On était en plein dans le confinement, 24 avril, 15 jours avant, il y avait la moitié de la population mondiale qui était confinée d'une manière ou d'une autre, donc dans une situation totalement inédite. Et l'intérêt de ces fonds d'investissement, en tant qu'actionnaire, non seulement des industries pharmaceutiques, mais aussi des industries dans tous les secteurs, c'était de dire, mettons le paquet pour sortir de cette crise sanitaire et économique et sociale le plus vite possible, et donc coopérer, collaborer, engager des collaborations entre gros labos pharmaceutiques, entre labos pharmaceutiques et universités ou établissements publics, entre startups et gros labos pharmaceutiques. Et c'est ça qu'on a vu. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui dans les vaccins qui pointent le bout de leur nez en se disant ça a l'air quand même assez plutôt pas mal, on verra, mais en tout cas c'est encourageant. Et ben c'est quoi? C'est Pfizer et BioNTech, c'est-à-dire c'est un gros labo pharmaceutique, des Big Five, avec une start-up. Et ça, c'est assez original aussi, il me semble. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que dans ce qui est annoncé comme prometteur pour bientôt, c'est aussi AstraZeneca avec l'université d'Oxford. Donc on a des formes de collaboration, de coopération. Certainement, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va être pérenne, etc. Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ça s'est passé et c'est assez nouveau. Alors maintenant, on arrive dans une situation où il faut quand même s'interroger maintenant sur qu'est-ce qu'on va faire et comment on va faire quand on aura 1, 2, 3 ou 5 vaccins. On voit que donc il y a des enjeux en termes de production. Est-ce qu'on sera en capacité de produire une quantité suffisante de ces vaccins pour répondre aux besoins, et est-ce qu'on sera en capacité de les distribuer? On voit que sur le premier vaccin dont on parle, qui est il y a des enjeux de distribution, de logistique qui sont loin d'être négligeables. C'est un vaccin qui devrait être distribué avec une chaîne du froid à moins 70 degrés. Ça veut dire qu'il y a des systèmes de soins qui vont être en capacité de le faire assez rapidement. Il y en a d'autres pour lesquels ça va être des vrais défis. Mais il y a un autre problème, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ce que dans un premier temps, les quantités de vaccins disponibles ne permettent pas de traiter l'ensemble de la population. Et donc, il va falloir s'interroger sur quelles sont les priorités. Et là, pour l'instant, c'est très difficile de réfléchir à ces questions parce qu'on ne connaît pas encore assez sur les détails des différents vaccins. On ne sait pas notamment si le vaccin... Pour ça, il faut attendre. Pour l'instant, ce qu'on a vu quand même sur des vaccins, c'est des communiqués de presse qui disent voilà, c'est super, ça marche super bien, 90%, 95% d'efficacité. Bon, tant qu'on n'a pas les données permettant vraiment, tant qu'on n'a pas les données qui permettent aux autorités réglementaires de vérifier que le vaccin est sûr et que le vaccin est efficace, et quel type d'efficacité, sur quelle population, c'est difficile de réfléchir à ces questions d'allocation. Mais quand même, on sait que les enjeux, c'est quoi? Si on doit définir des priorités, qui va être en mesure de recevoir le vaccin en premier? Les populations les plus fragiles, les plus âgées, celles qui peuvent bénéficier le plus directement et le plus rapidement de la protection du vaccin, les professionnels de santé évidemment, ou au contraire, plutôt les plus jeunes, pour lesquels on sait que l'épidémie se développe davantage et plus forte, et qui pourraient avoir, et c'est encore une fois la raison pour laquelle il faut avoir des données plus précises sur le vaccin, qui pourraient avoir une réaction immunitaire plus forte. C'est-à-dire, on sait que parfois, il y a des vaccins pour lesquels la réaction immunitaire est plus faible chez les personnes plus âgées. Donc, tout ça, cette allocation-là, en tout cas, ce sont des questions qui sont devant nous. Pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes à ce jour, et on n'a pas encore, il faut attendre les données. Et puis, il y a un autre élément qui est devant nous aussi. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Combien? 1 minute, c'est parfait. L'autre enjeu qui est particulièrement important en France, et je voudrais vraiment terminer là-dessus, c'est la question de la demande de vaccins. C'est la question. Quand on voit qu'aujourd'hui, en France, dans les enquêtes, il y a 40% des gens qui disent que je ne me ferai pas vacciner contre la Covid-19, alors même qu'on ne sait pas quel sera ce vaccin. On ne sait pas s'il sera... Mais
Ce qui serait raisonnable, c'est de dire, ben, je ne sais pas aujourd'hui si je vais me faire vacciner, parce que j'attends de savoir exactement quelle est l'efficacité, est-ce que ce vaccin va me protéger, est-ce qu'il va protéger les autres. Aujourd'hui, que 40% des gens disent en France, et la France est le pays record à ce niveau-là, c'est la France est le pays où il y a la plus grande proportion de la population qui dit je ne me ferai pas vacciner, alors même qu'on ne sait pas. Il ne s'agit pas de dire ben, je ne sais pas si je me ferai vacciner, j'attends de voir si ce sera bon, j'attends de voir. Non, non, 40% des gens disent je ne me ferai pas vacciner. Là, je crois qu'il y a un vrai enjeu social. Hein, c'est ne pas se faire vacciner, décider de ne pas se faire vacciner, même si le vaccin promet toutes les garanties de sécurité et d'efficacité. C'est une décision qui est inacceptable d'un point de vue individuel. C'est-à-dire que les gens prennent la décision de ne pas se faire vacciner, de ne pas vacciner leurs enfants, de ne pas faire vacciner leurs parents, alors même que ça peut être une bonne chose pour eux. Et c'est une décision qui est quand même très douteuse du point de vue collectif, parce qu'on sait aussi que les vaccins protègent non seulement la personne qui se fait vacciner, mais également les autres. Et donc, en gros, on peut dire que c'est être à la fois, il faut appeler un chat, un con et un salaud. Mon Dieu, quelle conclusion forte, mais sage. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire parce que il faut le dire. C'est la seule chose qui nous permettra de changer la situation actuelle, de sortir progressivement et de cette situation-là. Mais quand on entend des gens qui disent qu'ils refuseront de se faire vacciner, moi je suis désolé, ce sont des gens qui mettent la vie des autres en péril. Et donc, pour n'importe qui a un minimum de responsabilité, qui a un minimum de souci du bien commun, qui a un minimum de souci de l'autre et de soi-même, c'est une attitude qui est inacceptable. Merci beaucoup à tous les intervenants de ce premier ensemble d'échanges sur la base de ce que vous aviez chacun préparé. J'ouvre maintenant la deuxième partie un petit peu de cette table ronde pour qu'on puisse échanger entre nous et se poser mutuellement des questions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de questions qui vont naître, mais je rappelle aussi à tous ceux qui nous écoutent en ligne en fait, qu'ils peuvent poser des questions par SMS et donc on attend leur contribution. Et j'ai d'ores et déjà une belle question pour Stanislas Lyonnais, qui est en fait de connaître, d'abord de remercier dans ce message. La personne remercie bien sûr la présentation qui a été faite sur les maladies rares par Sandy et par Stanislas, et puis pose la question de savoir quelle est la position finalement des grandes entreprises pharmaceutiques par rapport à Imagine. Donc, on peut peut-être commencer par cette première question et j'encourage d'autres questions à nous arriver par SMS et puis aussi à avoir cet échange entre nous. Stanislas. Merci beaucoup, Lise. Merci pour cette question. Alors, c'est peut-être un paradoxe, mais j'aurais aimé qu'il y eût une position collective des grandes entreprises par rapport à Imagine. En réalité, cette réponse aurait pu valoir il y a quelques années. Je crois que les choses ont changé. Il y a eu d'abord un regard, comment dirais-je, alors je ne dirais pas condescendant, mais un peu intéressé par un groupe de chercheurs très académiques. On est très, la fibre université, la fibre INSERM sont très fortes à l'Institut. Tout d'un coup, se prévaloir d'envie collaborative et de partenariat. La réalité des choses, avec quelques succès intéressants, et notamment, je crois, le rôle important de l'installation d'Alexion à un moment inattendu à partir d'août 2014 pour une installation en 2015, sur une décision extrêmement rapide, comme nous le permet la Fondation de droit privé, qui a une certaine agilité, une flexibilité. Évidemment qu'on n'a pas fait ça dans le dos de nos tutelles, mais on l'a fait beaucoup plus rapidement. Et cette démonstration étonnante qu'on pouvait tout d'un coup allouer pour un certain temps 250 mètres carrés à un industriel au sein d'un institut de recherche, je crois, a intrigué. Et la troisième étape a été la constitution, avec Alexion d'abord, d'un programme RHU, puis il y en a eu un deuxième avec Sanofi, et tout ça a mené à une certaine crédibilité de nos chercheurs, de nos scientifiques, de nos médecins, puis surtout du système, en disant on a pu essayer de créer pour vous, je n'ose pas dire un guichet unique, on n'en est pas tout à fait là, mais enfin,
ça a un peu, ça a cette allure quand même. Et là, il y a un amorçage intéressant désormais. Alors, on avait rêvé aussi de quelque chose qui pourrait avoir l'air d'une convention cadre en disant un gros industriel ou quelques-uns pourraient, comment dirais-je, faire plus que s'intéresser à la recherche dans un institut comme Imagine. Et ce que je vous dis vaut exactement pour Curie, pour Pasteur, pour l'IGBMC de Strasbourg, etc. Je crois que c'est le modèle fondation privée au sein, comment dire, soutenant un effort public-privé qui est intéressant ici. Donc, on avait rêvé d'un véritable investissement en disant un tel ou un tel aurait misé sur Imagine en disant voilà, un budget d'accélération pour vous, mais en revanche, on a un droit de regard sur les découvertes. Je suis à vous entendre là et aussi à voir l'expérience. Je ne suis pas sûr que c'eût été une bonne attitude, mais je lance ça dans la table ronde pour avoir vos réactions. L'expérience récente et encore très légère de l'Institut, c'est que, au fond, l'approche non pas opposée, mais différente de dire on s'ouvre à tous, on fait des propositions de ce que nous avons en magasin, pardonnez-moi cette vulgarité, est peut-être plus constructive pour des industriels qu'un regard a priori sur un institut, il me semble. Mais je vous laisse discuter de ça, bien sûr. Merci beaucoup, Stanislas, pour cette réponse à cette belle question. Et donc, j'encourage d'autres personnes à poser des questions. Marc, est-ce que tu veux réagir à ce que vient d'évoquer Stanislas? Je pense que tu vas être interpellé dans le cadre de ce pilotage de la mission interministérielle sur la recherche Covid. Et je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui vont se poser à toi à l'égard de cette mission en particulier. Moi, j'aurais peut-être, j'ajouterais peut-être un point supplémentaire qui est de savoir en fait comment, dans le cadre de cette mission, on va pouvoir capitaliser sur toutes les expériences très riches de réactivité, d'agilité que Pierre-Yves a pu présenter dans son intervention, pour les transposer en routine finalement et faire en sorte que tout ceci ne se passe pas une seule fois à l'occasion d'une pandémie, mais qu'on puisse vraiment capitaliser sur cette capacité à mettre ensemble, comme on le fait à l'Institut Imagine, ou comme Pierre-Yves le rappelait à l'instant sur le traitement du Covid. Est-ce que tu... Oui, alors, sur les aspects, notamment les aspects d'organisation, les aspects de financement, je ne suis sûrement pas le plus compétent pour en parler. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura un retour en arrière. Le retour en arrière, le retour balancier, il va être automatique parce que on a accepté d'avoir un engagement financier sans précédent et il est absolument quasi certain que on ne va pas changer de façon radicale la façon d'envisager. Et ce qu'a souligné Pierre-Yves, qui est effectivement un point très important, de dire je fais des précommandes, c'est-à-dire je sécurise votre développement, parce que, alors je ne sais pas si Pierre-Yves l'a dit de cette façon, mais en parallèle, les industriels prennent un risque qui est de dire je produis les lots de vaccins avant même d'avoir les résultats de mes essais, parce que face à cette situation d'urgence, je ne peux pas juste dire, ben voilà, maintenant j'ai trouvé un vaccin, il marche vachement bien, mais vous l'aurez dans 2 ans. Il faut qu'à partir du moment où, et ça aussi, ça répond, et c'est vrai, je pense, quel que soit le type de pathologie, pour les maladies rares ou les maladies plus fréquentes, à partir du moment où je communique en disant, j'ai un traitement qui fonctionne, il faut que ce traitement soit disponible. Et c'est peut-être en ça que il y aura un changement de paradigme, c'est sur la nécessité de pouvoir répondre rapidement à cette demande, à cette attente qu'on a créée. Sur la question de l'Institut Imagine, j'ai aucune prétention à discuter quoi que ce soit sur l'Institut Imagine, mais sur le point qui est important du partenariat entre des acteurs publics et des acteurs privés, je crois que c'est évident, c'est essentiel. Les industriels ont une capacité que les chercheurs publics n'ont pas, une capacité de production industrielle, une capacité financière, une capacité, un outil de recherche, et que plutôt que de diaboliser ce partenaire en disant les chercheurs privés vendent leur âme au diable, non, il faut voir que c'est une vraie synergie, qu'il faut développer cette synergie et qu'il faut l'encadrer de façon à ce que chacun y trouve son avantage.
Merci beaucoup, Marc. Je voulais peut-être demander à Sandy si elle pouvait revenir sur le bilan finalement de cette expérience de modification de la législation qui a été permise pour les maladies rares, et en particulier si elle pense que, d'une certaine manière, ce qui s'est passé pour les maladies rares peut trouver une forme finalement d'analogie dans la situation que l'on vit aujourd'hui. C'était effectivement les deux exemples que l'on avait retenus pour cette table ronde, et je voudrais faire un lien entre les deux pour demander à Stanislas et à Sandy si quelque part on peut imaginer qu'il y ait une forme d'intervention sous forme d'une législation, par exemple sur les vaccins, qui permettrait peut-être de capitaliser sur l'expérience Covid. Alors, si on prend les manières, je pense qu'il y a 2 choses qu'on a mis en évidence ici. Il y a l'aspect en fait, du prix aussi, de se dire: «Bah, voilà, en fait, on va dynamiser la recherche, mais est-ce que pour autant ça devient accessible en fait à la population?» Donc je pense que ça se rapproche assez bien en fait des éléments que mettait en avant Pierre-Yves en fait sur l'aspect du choix collectif ou du choix individuel. Sauf qu'ici, bon, bah, le choix individuel, ça va être plutôt un industriel maximisateur en fait d'un certain profit. Si on pense à la législation en tant que telle, moi je pense que pour les maladies rares, ça a dynamisé, ça a incentivé en fait la recherche et le développement. Par contre, ce qu'on voit en fait dans notre étude, c'est que 10 ans plus tard, eh bien, ces incitations-là sont pas suffisantes. Donc, on a la recherche en fait d'autant plus en fait d'incitation. Et peut-être que c'est dans le partenariat, en fait, qu'on pourrait les trouver. Et je pense que l'avantage d'aujourd'hui du développement des vaccins met en évidence ceci. On va avoir des partenariats industriels et universitaires entre, en fait, différents niveaux finalement d'industrie, de plus jeunes entreprises. Et donc, je pense qu'il y a, en fait, la possibilité d'apprendre, en fait, des deux expériences, à la fois se rendre compte que inciter juste en facilitant l'accès sur le marché n'est peut-être pas suffisant dans les maladies rares. Et là, finalement, la crise de la Covid, la rapidité avec laquelle on développe des nouveaux traitements comme on ne l'a jamais fait, pourra donner peut-être de nouvelles initiatives pour d'autres types de traitements. Si c'est fructueux et si ça fonctionne, eh bien peut-être qu'en fait, dans la recherche aussi pour les maladies rares, ce type d'innovation pourra avoir lieu. Les maladies rares sont très liées, par exemple, à la génomique aussi, et donc on retrouve ce type d'innovation. Donc moi, je pense qu'en fait, les deux expériences peuvent apprendre l'une de l'autre. Absolument. Merci Sandy, merci beaucoup. Pierre-Yves, j'ai une question qui t'est posée par l'intermédiaire d'un SMS. Donc, super conférence. Question à Pierre-Yves Geoffard. Donc, l'espoir du vaccin pour nous, bien sûr, mais quid de l'accès au vaccin pour les pays en développement? Pour ACT et COVAX, l'OMS parle de 38 milliards. Pour financer des vaccins, on est à 3 milliards de dons. Y a-t-il une solution? Faut-il s'abstraire de TRIPS, comme pour le sida, avec licence obligatoire? Voilà. Oui, alors Une question très riche. non, c'est vrai qu'on est passé assez rapidement. Il y a, sur la question de l'allocation, je vais plutôt évoquer la question de l'allocation de vaccins au sein d'un pays, entre différentes populations, différentes personnes, qui pas différents patients, parce que là, c'est pas les patients. Il y a aussi une question qui se pose sur l'allocation des vaccins entre les différents pays. Et on l'a vu d'ailleurs à quel point, dans les annonces qui ont été faites sur tel ou tel vaccin, ça a été un enjeu aussi géopolitique. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu ce moment où une annonce qu'un vaccin serait prioritairement destiné aux patients américains. Alors, c'était une entreprise française. Donc, ça a fait toller. Mais pourquoi? Enfin, ça n'avait rien de choquant. Ça a quelque chose de choquant évidemment, mais ça voulait simplement dire que le gouvernement américain avait préacheté un certain nombre de doses. Et la réponse qui a été tout à fait pertinente, ça a été de dire nous aussi, Européens, préachetons un certain nombre de doses. Il ne s'agissait pas de dire la préconisation de certains observateurs politiques ou même était de dire il faut nationaliser cette entreprise. Hein, ça, ou alors faire appel à sa bonne volonté sans souci. Non, je crois que la question va se poser sur des pays à plus faibles ressources. Je ne crois pas que là-dessus, c'est une chose que je craignais effectivement, qu'on peut craindre. Hein, c'est-à-dire que compte tenu de l'incroyable valeur sociale d'un vaccin, hein, il faut voir une chose, le vaccin va permettre d'éviter d'éviter d'avoir à nouveau à se confiner, à se reconfiner, à se déconfiner pendant des mois, voire des années. C'est ça qui va nous permettre de
découvrir le vaccin. Ça ne va pas nous permettre de supprimer du jour au lendemain les gestes barrières, tout ça, mais il va falloir continuer. Mais en tout cas, le gros des coûts économiques et sociaux du confinement, je rappelle quand même un chiffre. On évalue que une semaine de confinement version hard, version premier confinement, au niveau de l'Union européenne, c'est 60 milliards d'euros par semaine. 60 milliards d'euros en termes de ressources économiques qui n'ont pas été produits par semaine. Donc, quand on met ça en rapport, hein, les 9 milliards de pré-engagement, de financement, c'est que dalle, c'est rien du tout. Si on peut simplement, on peut se dire que si on avait dépensé 60 milliards d'argent public et que ça permet d'accélérer un tout petit peu la disponibilité du vaccin d'une seule semaine, eh ben c'est rentable. Donc, la question qui va se poser, donc ça a une valeur sociale considérable. Face à ça, il y a un risque, c'est que les producteurs vendent le vaccin à un prix qui est commensurable à leur valeur sociale, et ça va poser un problème dans des pays qui... Mais je crois que c'est pas ça qui va se passer. Il y a quand même des éléments assez... positif. Est-ce que c'est le risque d'image? Est-ce que c'est le fait que beaucoup de ces recherches ont été profondément aussi financées par des fonds publics, etc. Mais en tout cas, les prix qui sont annoncés par les producteurs, hein, ce sont des prix qui sont très faibles et qui sont pas des prix de monopole, qui sont des prix qui sont peut-être les prix qui sont liés à la production et à la distribution du virus. Je ne crois pas qu'on va voir des gros labos pharmaceutiques s'en mettre plein les poches sur un vaccin contre le Covid. Je crois que ça va être inacceptable à juste titre au niveau international. Et donc la question, ça ne va pas être tellement la question des brevets, de la propriété intellectuelle. Enfin, en tout cas, il faut l'espérer et il faut vraiment tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Il faut que ce vaccin soit vendu le plus proche du prix coûtant. La Chine, hein, souvenez-vous, il y a quelques mois, quand il y avait eu cette tension entre les États-Unis et la Chine, les Chinois avaient dit, nous, on va produire un vaccin. Et d'ailleurs, le vaccin est distribué. Hein, il est distribué actuellement. Il y a un vaccin chinois qui est distribué à la population en Chine, alors qu'il n'a même pas été testé. Bon, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce vaccin sera un bien public mondial. C'est-à-dire que lorsqu'on aura fait la démonstration de son efficacité, n'importe qui, dans n'importe quel pays, pourra le produire pour vacciner sa propre population. Et de ce point de vue-là, les capacités de production, ça dépend des technologies de production, mais les grandes capacités de production des vaccins dans le monde, elles sont beaucoup en Chine, beaucoup en Inde, et donc il va falloir aussi s'appuyer là-dessus. Donc il va y avoir, oui, il y a des enjeux internationaux très importants. C'est important on sait, il y a eu des études qui montraient que si on priorisait les vaccins sur les pays riches, c'était toujours une bonne chose, mais que si on les répartissait non pas sur les pays riches, mais sur les populations qui en avaient le plus besoin, oui, c'était bien meilleur. Pour ça, c'est un peu classique. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Sandy, je te vois prête à intervenir sur ce même sujet et peut-être aussi sur des questions de demande, parce qu'il nous reste très peu de temps et j'aimerais qu'on revienne sur la question de la demande et tout particulièrement l'attitude très frileuse des Français à l'égard du vaccin. Alors oui, parce qu'en fait aujourd'hui on a publié une étude qu'on a menée avec des collègues à l'université de la KU Leuven et aussi à l'université de Maastricht. Et donc nous on est allé voir en fait, alors là Pierre-Yves présentait un petit peu, il y a deux types. Soit on se pose des questions, comment on distribue le vaccin au niveau mondial, et puis après on peut se dire aussi au niveau national, comment on va distribuer le vaccin, à quelle population. On prend en compte le fait que la production, elle ne sera pas suffisante pour vacciner tout le monde dès le départ. Donc, comment on fait? Et donc, c'est vrai que beaucoup d'experts se sont prononcés, la Commission européenne, tout le monde un peu identifie des groupes en fait, qui devraient être vaccinés en premier, les groupes à risque, les professions essentielles. Donc, nous, on était allé demander en fait, à la population en Belgique, un échantillon représentatif, 2000 personnes en fait, qui vaccineraient. Et dans un premier temps, ils mettaient en premier les professions essentielles, les personnes avec des comorbidités et les personnes plus âgées. Mais dès le moment, en fait, on allait donner en fait, des chiffres de ce que pourrait vouloir dire, par exemple, propager le virus, avoir quelqu'un qui propage à une seule autre personne en moyenne ou à 10 autres personnes en moyenne, eh bien, en fait, l'importance donnée à vacciner d'abord des personnes qui seraient des forts propagateurs. Donc, on parle ici de gens qui vivent dans des espaces étriqués avec d'autres personnes, des gens qui rencontrent beaucoup de monde dans leur journée, eh bien, c'est devenu en fait une priorité importante au détriment finalement de l'âge. Donc, ce qui était assez intéressant dans notre enquête, et là, ça rajoute un petit peu, c'est vrai, le côté altruiste où on se dit, mais
les gens ne veulent pas se faire vacciner, sauf que la vaccination, ça marche parce que justement, c'est un choix collectif. Et bien là, c'était vraiment intéressant. C'est que dans les choix que les gens faisaient par rapport à choisir des groupes, c'était pas du tout influencé par leurs propres caractéristiques. Donc, ils essayaient vraiment de faire des choix de priorité les plus acceptables pour la société, pour le bien de la société. Et donc, on avait là, finalement, soit une vaccination en premier des premiers propagateurs pour une large partie de notre échantillon, ou en premier pour les individus les plus malades avec des comorbidités. Et en deuxième, ils s'accordaient pour dire les professions essentielles. Parce qu'il y avait une prise en compte, en fait, de comment est-ce que la société pourrait y bénéficier si, en tout premier lieu, eh bien, on vaccinait les gens qui sont malades et qui sont à un risque fort, et puis les propagateurs. Donc, je pense qu'il y a des éléments, en fait, ici assez intéressants aussi, parce que je suis d'accord que si on veut une campagne de vaccination qui fonctionne, il faut que les gens aussi ils adhèrent, en fait, au projet. Bien sûr, c'est la condition nécessaire, tout à fait. Marc, Stanislas, est-ce que vous voulez peut-être intervenir une dernière fois? Il nous reste quelques minutes pour reprendre certains des points. On n'a pas beaucoup parlé du nationalisme de l'innovation qu'évoquait James Robinson, et Pierre-Yves nous rappelait qu'effectivement la production doit se faire au niveau international. Est-ce que c'est une question pour vous? Oui, alors, et on le voit principalement, je pense, dans le cadre du vaccin. Mais globalement, on s'est effectivement rendu compte que c'était non seulement un enjeu de souveraineté nationale, mais aussi un enjeu j'allais dire, de sécurité sanitaire nationale. Et c'est vrai que, alors, que ce soit pour la pandémie Covid a montré ça, que ce soit pour les médicaments, on s'est trouvé en situation de tension et de risque de rupture pour de très nombreux principes actifs essentiels. On s'est trouvé en situation de rupture pour des éléments qui sont vraiment du quotidien, des gants, des blouses, ces éléments-là. Et effectivement, cette pandémie Covid nous a remis face à une situation de dire, mais ça devient un enjeu de souveraineté, de sécurité. On le pensait pour un certain nombre d'outils comme l'informatique, comme tous les composants électroniques, et on s'est rendu compte que pour l'organisation, pour les médicaments, ça redevenait effectivement, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit James, où on avait des compétitions entre compagnies et ça redevient des compétitions entre pays. Oui, peut-être Stanislas d'abord et puis ensuite Pierre-Yves. Merci, j'ai très peu de lumière, vous l'imaginez bien, sur la question des vaccins, mais j'écoute avec beaucoup de passion ce qui se dit, et je pense qu'il y a un parallèle à faire sur un autre enjeu de souveraineté qui est celui des données. Or là, en revanche, la génétique est très grande pourvoyeuse de données particulièrement intimes, même familiales parfois, qui mettent en jeu l'hérédité, qui mettent en jeu la prédisposition, qui mettent en jeu l'avenir des familles et des personnes. Et donc, dans ce domaine aussi, il y a des postures vis-à-vis de la science des données qui me semble très intéressante à discuter dans le contexte de l'économie de la santé en général. Et juste pour dire que j'ai l'impression que les deux excès sont mortifères. Celui qui consistera à ne pas s'intéresser à la question et à dire au fond, après tout, c'est des données de santé, allez, partageons comme ça. Et deuxièmement, celui qui serait au contraire de se carapassonner autour de ces données sans en faire ce qu'on attend, c'est-à-dire les instruire, les interpréter et au fond peut-être les offrir à la collaboration au moins ou à la connaissance. Voilà, très rapidement, mais juste, ça m'inspire ce petit parallèle parce qu'on est évidemment à un institut sur les maladies génétiques beaucoup plus pertinent à discuter de ce trésor national-là que de celui sur les vaccins, que je comprends particulièrement bien dans le contexte actuel. Et Stanislas, si je peux me permettre, je fais écho vraiment à cette question du partage des données pour un travail coordonné entre différentes disciplines. Et c'est un peu ce qu'on a essayé d'écrire dans la tribune du Monde de dimanche, un petit peu en introduction de ces journées de l'économie. Je pense que ça n'est qu'au moment où les épidémiologistes pourront travailler de manière très, très intégrée avec les économistes que l'on pourra avancer. C'est ce qu'avait fait Pierre-Yves très tôt, en fait, avec des modèles de dynamique des populations qu'il utilisait dans des conditions économiques. Christian Gaulier reprend aujourd'hui dans des travaux. Donc je pense que l'ouverture de ces données à un ensemble de disciplines est bien évidemment aussi très important pour nous autres chercheurs. Pierre-Yves, je te donne le mot de la fin.
Oui, bah, non, mais sur les données, je ne peux pas ne pas rebondir sur la question des données, parce que là, quand même, c'est un peu désespérant, hein, ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que notamment pour tout ce qui est analyse qui combine l'épidémio et les sciences sociales, c'est-à-dire quels sont les facteurs d'exposition au risque, quelles sont les inégalités sociales de santé face au risque d'être contaminé, face à la prise en charge et face à la mortalité. Il y a des données qui existent dans plein de pays. Et ce qu'on voit, c'est que les travaux les plus intéressants qui sortent, eh ben, c'est des travaux qui sortent sur les données d'autres pays, alors même que les données existeraient en France, mais qu'on ne peut pas les chaîner, qu'on ne peut pas y accéder, que les freins, là, pour le coup, ils n'ont pas, c'est business as usual. Hein. Donc, on n'a pas beaucoup avancé là-dessus. On entend souvent dire qu'en France, on a le meilleur système on a les meilleures données de santé au monde. Oui, mais sauf qu'il est impossible d'y avoir accès, il est impossible de mobiliser, de potentialiser toute l'utilité qui peut en être faite. Donc là, je crois que là-dessus, Je voudrais malheureusement, qu'on termine. malheureusement, il y a encore, il y a encore des progrès à faire sur Très ces bien. questions-là. Puisqu'il nous reste moins d'une minute, donc je pense que ce sera effectivement le mot de la fin, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait aussi un travail, non pas bureaucratique, mais réglementaire, pour permettre un accès plus facilité aux données. Et puis pour ceux que cette conférence a intéressé, vous pouvez bien sûr la visionner, mais surtout vous pouvez nous rejoindre demain matin à 9 heures pour des sujets qui seront autour des accès différenciés, donc selon la catégorie socio-professionnelle ou d'autres sujets autour des leçons du Covid. Voilà, je vous remercie beaucoup et pour toutes ces présentations, tous ces échanges extrêmement riches. Et comme le dit Pierre-Yves, il nous reste encore un peu de chemin à faire. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.